L'éducation. Qu'est-ce que c'est? C'est la première question que je me suis posée parce que, bon, moi, j'ai étudié et travaillé une grosse partie de ma vie en éducation jusqu'à maintenant. Je me suis dit, c'est quoi l'éducation? Parce qu'on parle du système d'éducation. Donc, si on érige un système autour de quelque chose, c'est que ça doit être quelque chose. J'espère, du moins. Donc, je me suis même questionné, puis à essayer de voir c'était quoi. Parce que ça a l'air bien fun, on dit ces choses-là. Notre système d'éducation. Mais de quoi on parle exactement? Donc, en commençant à m'y intéresser, je me suis rendu compte que, bon, c'était multiple, hein, comme beaucoup de choses. On va essayer de ressortir ensemble pour commencer une petite tendance, peut-être donner les paramètres de ce que ça peut être l'éducation. Je vais commencer avec une petite citation de Normand Baillargeon, que vous connaissez peut-être, qui est un philosophe de l'éducation, entre autres, excellent, la personne qui fait que je lis encore Le Devoir personnellement, qui fait une petite chronique dans Le Devoir toutes les semaines. Petite citation, j'ouvre la parenthèse. C'est ainsi que pour tel, l'éducation est ce qui permet d'obtenir un emploi, de progresser dans l'échelle économique et d'acquérir des biens. Pour un autre, c'est ce qui, idéalement, permet de vivre une vie heureuse. Pour tel autre, c'est ce qui permet à notre économie de rester compétitive à l'échelle internationale. Pour un autre, elle permet à une culture donnée de se perpétuer. Pour un autre encore, c'est autre chose encore. Mettez à présent tous ces gens dans une même pièce et faites-les parler d'éducation. Vous pouvez prédire sans risque de vous tromper qu'il ne tombera pas d'accord facilement sur quoi que ce soit. Évidemment, bon, ça ne nous aide pas beaucoup en matin, ça fait juste semer de la confusion dans nos cerveaux endormis qui, en plus, sont en train de s'alcooliser. Donc, ça ne sera pas facile nécessairement. Bon, c'est vrai, hein? On peut être heureux sans être éduqué. Si vous restez proche d'un HLM, vous allez voir qu'il y a beaucoup de joie dans la cour en général. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas éduqués, mais on peut penser qu'il y en a certains. Donc, heureux, on peut l'être sans être éduqué. On peut aussi être chômeur et être éduqué. Right? Ça se peut pas avoir d'emploi, puis être éduqué. Pensez aux gens qui font un bac en histoire de l'art, par exemple. Ils n'ont jamais de job, les autres. Non, c'est une blague. Mais quand même, c'est pas nécessairement évident. On peut être éduqué sans nécessairement travailler. Donc, le rapport avec le travail n'est pas nécessairement va pas de soi. On peut être mal adapté à la société et être éduqué, je pense aussi. C'est possible être pas nécessairement en phase avec les façons de faire de notre époque, de notre société, mais être quand même quelqu'un d'éduqué. On peut aussi être éduqué sans être allé à l'école, je pense. Et sans aucun doute, hélas, on peut probablement être allé à l'école sans être éduqué. Oui. Donc, bon, c'est la confusion totale. Dans ce temps-là, il y a une seule chose à faire, retourner à Platon, qui a de toute façon établi toute chose. Donc, quand vous êtes dans l'incertitude, retournez à Platon. C'est là que la réponse se trouve en général. Donc, selon Platon, qu'est-ce que c'est l'éducation? C'est un nombre de savoirs qui libère. Qui libère de quoi, là, vous allez me demander? Il libère de l'ignorance, des préjugés et des conventions. Donc, si on suit cette idée-là, à s'éduquer, ce serait se libérer de notre propre ignorance et de nos propres préjugés. Ce qui m'apparaît quand même relativement intéressant pour ma part. Maintenant, si on poursuit un petit peu plus dans le temps avec Richard Stanley Peters, qui est aussi un philosophe de l'éducation, il fait ressortir un certain nombre de critères qui... 10 minutes, hein? Je te faisais pas ça, toi, quand tu parlais au début? Bon. Ben, c'est ça. Je me suis entendu avec les gens ici, genre, puis on a un commun accord. Servez donc une bière à Jacques. Bon. Donc, un certain nombre de tendances pour Peters qui définissent qu'est-ce que c'est s'éduquer ou l'éducation. Donc,
Pour lui, j'ai ressorti 3 critères. En fait, ça vient de Normand Baillargeon aussi, d'une analyse qu'il a faite. J'ai ressorti 3 critères du texte. Quelque chose de valable doit être intentionnellement transmis. Il faut changer pour le mieux. Donc, il y a cette notion qu'il faut qu'il y ait une intention. Donc, par exemple, contempler un paysage ne serait pas nécessairement s'éduquer. Ça peut être beaucoup d'autres choses, mais il doit avoir une intention. Et il faut qu'il y ait quelque chose de valable qui fait qu'on est mieux par la suite. Donc, voilà. Donc, numéro 1. Numéro 2, ce qui est transmis est un savoir et non une habileté technique. Par exemple, changer une roue de bicycle ne serait pas nécessairement de l'éducation. Apprendre à quelqu'un à visser des boulons ne serait pas nécessairement de l'éducation. On parlerait plutôt des savoirs qui ont un petit peu plus de portée. Sans rien enlever, évidemment, au métier technique. Puis, finalement, 3e tendance qui est dégagée chez Peters, ces contenus cognitifs ont de profonds et notables effets sur ce qui est en contact avec eux. Donc, ça aurait un effet quand on est en contact avec un savoir, dans le contexte de l'éducation, ça aurait un effet important sur nous. Donc, c'est pas quelque chose de plutôt anodin ou un apprentissage, comme on disait, plutôt technique. Il faut que ça ait une portée supplémentaire. Est-ce que vous commencez à voir un peu? Moi, c'est à partir de ce moment-là que je commençais à voir. Finalement, je me suis quand même dit, pour être complet, je dois nécessairement aller voir le petit Robert. Vous savez que c'est pas dans le Larousse, évidemment, qu'il faut aller voir les définitions. Ceux qui se rappellent les dictionnaires, il y en a qui se rappellent ici? Oui, monsieur là-bas. Bon, excellent. Donc, c'est comme un gros livre. Donc, retourner au Robert pour avoir une définition. Selon le Robert, l'éducation, c'est la mise en œuvre de moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Donc, on parle, grosso modo, de développement. Et aussi, un autre sens quand même, moi que je trouvais intéressant, connaissance et pratique des usages de la société. Donc, une personne bien éduquée, parce qu'il y a aussi ça, hein? Donc, on parlerait d'une certaine intégration sociale, voire même d'un certain conformisme. Être capable de bien interagir avec les normes de notre société. Bon. Ça, je suis dans ma 2e feuille, Jean. Puis il y en a juste 2. Une petite distinction rapide qu'il faut faire quand même, je pense, entre l'éducation, la scolarisation, puis l'enseignement. L'enseignement, évidemment, étant plutôt le métier ou la discipline de transmettre des savoirs à des gens. Et la scolarisation étant plus près de, moi, ce qui m'apparaît comme étant un certain économisme à courte vue. Donc, quelque chose comme, par exemple, apprendre pour travailler. Ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est pas des jugements de valeur, mais apprendre pour faire un métier, donc répondre à une certaine logique de marché et apprendre son métier pour aller travailler. Donc ça, c'est plutôt de la scolarisation. Voilà. Maintenant qu'on a une vision claire. Moi, comment j'en suis venu à l'éducation comme profession? C'est quand même drôle parce que j'avais aucune prédisposition ni aucun intérêt spécifique pour ça. Donc, ça m'a étonné parce que, évidemment, j'ai fait une longue introspection. Quand Jacques et l'équipe m'ont demandé de faire la conférence, je suis repassé à travers ma vie. Ça m'a permis, d'ailleurs, d'expliquer quelques péchés au passage et d'aller voir, bon, c'est quoi mon rapport, moi, avec l'éducation? Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé à travailler dans ce domaine-là? Bon. Comme tout le monde, je voulais être pompier ou, comment on disait tantôt, astronaute. Donc, je me suis rendu compte que c'était le film de Doors qui avait tout déclenché. Vous vous rappelez? Ceux qui se rappellent du dictionnaire, peut-être, le film de Doors d'Oliver Stone. Un peu en même temps que la naissance du grunge. Donc, évidemment, notre génération, on est un peu condamnés à être des rebelles éternels. Donc, moi, ça a eu beaucoup d'impact sur moi à un moment de ma vie où j'écoutais le film de Doors. J'ai compris à ce moment-là. J'ai compris, puis je me suis dit, oui, c'est comme ça que je vais vivre ma vie. En dehors des règles. Bon, ça a un peu changé avec le temps, mais quand même, il y a une partie qui est restée. Puis, moi, dans le fond, j'ai amené une photo pour vous montrer. Je me suis dit qu'on allait rigoler avec ça. Oups. Bon, non, c'est ça, hein. Là, on a tout inversé, fait qu'on va aller à la fin, puis on va revenir. Ça, c'est moi en 80... On va pas super bien, mais c'est moi en 98, je pense.
Donc, j'étais... c'est ça, j'avais vu The Doors. Puis, j'ai jamais voulu avoir une carrière. C'est quelque chose que j'ai perçu dans ma tête comme étant une façon de me conformer à la société. Donc, évidemment, c'était naïf tout ça, parce que finalement, il faut travailler. Mais c'est parti de là, donc. Je voyageais, je tripais, etc., comme beaucoup de monde, t'es allé dans l'Ouest. Puis, à un moment donné, ben, tu fais le tour, hein, tu reviens chez vous, puis là, t'as plus d'argent, là, qu'est-ce que tu fais? Là, moi, j'aimais la chanson, la musique, puis la littérature. Donc, la musique m'intéressait, mais je trouvais ça trop, ça me tentait pas d'aller conventionner, puis trop analyser ce que je faisais, donc j'ai décidé d'aller en littérature. J'ai fait mon DEC et mon bac. Et là, comme vous vous en doutez, quand on sort d'un bac en lettres, le monde s'ouvre à nous. C'est l'enfer. On peut aller où on veut, faire ce qu'on veut et gagner de l'argent à peu près de n'importe quelle façon. Donc, j'avais le choix. Donc, grosso modo, je pouvais soit être prof ou soit être chercheur universitaire. Donc, bon, on y pense pas trop, puis on se dit, bon, je vais devenir prof. Écoute, c'est logique. Un bac en lettres, enseigner les lettres. Pourquoi pas? On va régler notre vie d'une façon simple. Donc, je suis allé étudier en enseignement de la littérature au collégial. Donc, j'ai un certificat d'enseignement de la littérature au collégial à l'Université Laval, en plus d'un bac. Donc, voilà. Finalement, je suis allé dans les cégeps. Là, je me suis rendu compte de l'absurdité de la chose. Je me suis dit, j'ai jamais aimé être à l'école. Et pourquoi je veux faire un métier où je vais tout le temps être à l'école? Ça, c'était la première chose. Je trouvais ça complètement ridicule. Je me trouvais moi-même très ridicule. Dans un deuxième temps, je me suis rendu compte qu'enseigner la littérature à des jeunes à notre époque, dans des corpus généraux, vous savez, les cours 101, 102, 103, au cégep, c'est invivable. J'ai le plus grand respect pour les enseignants par ailleurs, et je trouve qu'ils sont admirables. Moi, la tâche m'apparaissait beaucoup trop grande. Les étudiants sont impossibles. Dans un premier temps, ils ne savent pas écrire. Vous l'avez peut-être remarqué. Peut-être même que vous ne savez pas écrire. C'est rendu une tendance générale. Mais chez les étudiants, c'est grave. On ne va pas se mentir. Donc, il y avait déjà ça. Enseigner la littérature à des gens qui se fait couler pour des fautes de français. Ça m'apparaissait absurde. Dans un deuxième temps, Molière, c'est un constat d'échec que je fais, mais ça n'a plus aucun sens pour les jeunes aujourd'hui. Et finalement, pour ceux qui sont familiers avec la notion de pensée formelle abstraite, pour rentrer au cégep, grosso modo, on estime que les gens doivent être capables de développer une réflexion, de développer des idées dans l'abstrait. Ce qui n'est pas vrai du tout. La plupart des gens, quand ils arrivent au cégep, en tout cas une bonne partie, selon mon expérience, ne sont pas rendus là. Donc, j'ai trouvé ça très difficile. Aussi, ce qui m'apparaissait très difficile, c'est que les étudiants dans les classes en littérature ne comprennent pas pourquoi ils font ça. Peut-être qu'on ne prend pas le temps de leur expliquer non plus, mais ils ne comprenaient pas c'était quoi l'intérêt d'étudier de la littérature, et je les comprends parfaitement. Moi, ça, c'est un truc qui me buguait beaucoup, parce que je pense pas qu'on peut s'éduquer si on ne comprend pas le sens de ce qu'on fait. À la limite, on peut se scolariser, donc réussir à apprendre un certain nombre de choses par cœur, à la limite, et finalement, en arriver à être capable de passer le cours, mais c'est pas de l'éducation à mon sens. Donc, moi, je trouvais très difficile cette idée-là de devoir enseigner quelque chose qui fait pas de sens aux yeux des étudiants. Et le défi de faire du sens à ça, moi, m'apparaissait difficile. Voilà. Rapidement, les grands oubliés de notre système d'éducation. Je m'en suis rendu compte, vous êtes probablement au courant, les kinesthésiques. Je ne sais pas s'il y en a ici, il y en a sûrement des kinesthésiques. Vous savez ce que c'est, kinesthésique? Donc, il y a les visuels, les auditifs, les kinesthésiques, qui sont les grands oubliés. Hein. Ces gens-là ont passé pour des idiots depuis des décennies dans les systèmes d'éducation, parce que c'est les gens qui ont besoin de faire des choses. C'est des gens dont la compréhension se développe en faisant. Donc, évidemment, dans des cours magistraux, c'est vraiment pas la meilleure façon pour eux d'apprendre. Donc, je me suis rendu compte aussi que notre système d'éducation prenait pas en charge ces gens-là, en tout cas, prenait peu en charge. Je crois par contre qu'il y a une sensibilisation qui se fait présentement. Une chose que j'ai retenue qui m'apparaissait super importante, moi, quand j'ai étudié l'enseignement, c'est la question de transmission des savoirs. Et là, ça m'a mis en relation avec tous les profs que j'avais eu au secondaire. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu dis une chose que les gens apprennent une chose.
Vous me suivez? C'est pas parce qu'en tant que prof, tu as dit quelque chose que tu l'as transmis, le savoir. Et je repensais à eux, puis je me disais, ça, c'était vraiment des cas typiques de gens qui ne transmettent pas des savoirs, mais qui disent des choses, qui ne se soucient pas de savoir. Moi, les mathématiques, à ma grande tristesse, j'ai jamais compris c'était quoi l'intérêt de ça. Mais je l'ai compris récemment. Pourquoi? Parce que je pense, honnêtement, qu'on m'a jamais expliqué c'était quoi l'intérêt de ça. On me demandait de passer des cours. Vous me suivez? Donc, voilà. Donc, j'ai quitté le milieu collégial parce que ça m'apparaissait trop difficile et en plus, j'étais pas à l'aise dans ce milieu-là. Donc, j'ai eu une petite période de transition. Je travaillais au café chez Temporel. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Avant, c'était comme une place vraiment, vraiment cool. Maintenant, je pense que c'est plutôt touristique. Donc, j'étais dans un vide. Je faisais de la musique. Je suis aussi musicien. Mais bon, je savais pas trop comment orienter ma carrière. Fait que je me suis dit, bon, je vais être pompier comme mon rêve de jeunesse. Fait que j'ai passé les examens, tout ça. Là, je me suis dit, absurde, encore une fois. Qu'est-ce que tu vas faire, pompier? T'as même pas le goût de faire ça. Tu sais, quand on cherche, puis qu'on trouve pas, des fois, on fait n'importe quoi. Bon, il y a une petite période comme ça. Puis, à un moment donné, ben moi, j'étais chez Temporel, puis il y avait une personne avec qui je discutais beaucoup, qui s'appelle Martin Tétu, je sais pas s'il y en a qui le connaissent, qui avait un organisme qui s'appelait Action Culture, qui est le premier directeur général du festival Off, dans lequel je suis présentement directeur général. Et Martin, je discutais beaucoup avec la réalité d'être musicien à notre époque, des enjeux, des réflexions que j'avais là-dessus. Et puis là, je vais rejoindre le thème de la dernière conférence, la chance. Martin m'a dit, « Hey, il cherche quelqu'un au Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale pour encadrer un cours qui s'appelle Gestion de carrière artistique. » Il dit, « Je pense qu'ils m'ont demandé de référer des gens. Je pense que tu serais un candidat tout indiqué pour ça. » Ça, OK. Fait que je suis allé travailler là. Donc, je suis là depuis 2007 maintenant. Grosso modo, ce qu'on y fait, ça s'est transformé au début. On donnait simplement une formation qui s'appelle Gestion de carrière artistique. Et ça a été intégré dans un projet plus gros qui s'appelle l'Ampli. Grosso modo, ce qu'on y fait, c'est que c'est une formation de 25 heures à raison de 13 semaines. Donc, c'est quand même important, là. Avec des artistes qui veulent apprendre à s'autogérer, à développer leur projet de carrière. Comme vous le savez probablement, les artistes aujourd'hui doivent faire un bon bout de chemin seuls. C'est plus vrai l'époque où des gérants signent le monde comme ça puis mettent de l'argent. Maintenant, il faut développer son propre projet. Il faut être l'entrepreneur de son propre projet, ce qui n'est pas nécessairement naturel pour tous les artistes. Donc, on essaie de faire une espèce de raccourci pour que les gens comprennent l'environnement dans lequel ils évoluaient et pour finalement qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent outillés pour avancer et transformer ce qui est un rêve en projet. Moi, ça m'a beaucoup allumé parce que je me suis rendu compte que c'était ça pour moi, éduquer. C'est quand, là, on avait des gens, c'était une formation qui a eu un succès quand même important. On avait 2 fois 12 à 15 personnes par année. On la donnait 2 fois. Et c'est des gens qui venaient pour chercher des outils qu'ils voulaient acquérir. C'est des gens pour qui il y avait une urgence. Quand tu es artiste, je ne sais pas s'il y en a qui ont des pratiques artistiques ici, généralement, il y a une période où tu vires, où tu essaies, tu penses, il y a la période où tu penses que tu es un génie, puis que tout va arriver devant la lumière de ton talent. Puis ça, à un moment donné, tu frappes le mur, tu te dis, moi, c'est tellement bon et singulier ce que je fais, que tout le monde va le voir, puis j'ai juste à sortir. Tout le monde m'attend. Puis à un moment donné, tu pognes un satané 2 minutes quand tu te rends compte que les gens n'en ont rien à foutre de toi. Puis là, mais c'est là que tranquillement, soit tu t'en vas travailler ailleurs, ou soit tu décides qu'il faut que tu fasses quelque chose. Donc nous, on répondait, je pense, à ce besoin-là, et on y répond toujours d'ailleurs. Et ça faisait en sorte qu'on travaillait avec des gens qui étaient extrêmement impliqués dans le processus. Je me considère tellement chanceux d'enseigner avec ces gens-là parce que c'est vraiment des gens qui ont une urgence et un besoin profond de connaître, d'aller chercher des outils. Et là, j'ai déjà dépassé, Jacques, donc je vais closer ça. Rapidement, c'est vraiment la force, je pense, de ce qu'on fait à l'Ampli. C'est vraiment de rejoindre l'horizon des gens puis d'enseigner avec du sens, ce qui est, pour mon expérience personnelle, ce que je ne retrouvais pas au collège. Pour terminer, quelques considérations générales que j'aimerais faire avec vous sur comment on peut rester dans un état qui nous permet de toujours s'éduquer et de toujours s'intéresser. Dans un premier temps, méfiez-vous
la grande tendance des Québécois. Quel est le trait, peut-être on peut y aller à main levée, le trait principal que partagent les Québécois? Hein? Non, mais, comme ça. Hein? Jaloux? Non. Moi, jaloux? Non. Hein? Créatif, t'es malade. C'est en politique qui disent ça, les Québécois sont tellement créatifs. Oui. Hein, pas si loin. Le statu quo? Non. Tu veux pas la faire, l'indépendance? Moi, je veux la faire. Non, OK, sans blague. Je vais vous le dire, vous allez comprendre. Oui. Chialeux? Non, pas tant. À cause des radios poubelles, ça, c'est Québec. La ville de Québec, peut-être. Résistant? Sérieux? Peut-être un peu résistant, mais je dirais pas que c'est un trait majeur. Il y avait une main levée? C'est le défaitisme. Non. Hey, comment? Pourquoi ça peut être positif, notre trait? Non. C'est dans notre héritage judéo-chrétien, c'est la culpabilité. Hein, vous voyez, hein, vous le savez, là, ça vient ici, là. Tu sais, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont regardé, petit verre de bière, tantôt. Puis, c'est normal, on est élevé dans un système judéo-chrétien, on a ça dans nous. Méfiez-vous, ça nous empêche souvent c'est un frein pour nous, les Québécois, selon moi, la culpabilité, qui nous empêche des fois de s'éduquer, qui nous empêche de vivre du nouveau, puis de se permettre de vivre du nouveau et de se mettre en danger. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc que quand on s'en libère, on est comme un poisson qui retourne dans l'eau. Donc, c'était ma première considération, se méfier du sentiment de culpabilité dont on a hérité. Ça vient évidemment de toute notre éducation judéo-chrétienne. La question du fouet. La procrastination aussi. C'est ça, sérieusement, puis moi, je le vis personnellement, je pense que c'est le nouveau fléau de notre époque. La procrastination. Avec moi, je suis le premier à adorer les médias sociaux, mais quelle source incroyable de procrastination. C'est fascinant. Hey, recharger Facebook, là, tu sais, comme ça. Faites attention à ça. C'est quand même un frein à l'éducation personnelle, selon moi. Et surtout, une bonne façon, j'ai lu un article là-dessus récemment, une bonne façon de se libérer de ça, c'est de ne pas rester seul. C'est beaucoup plus difficile procrastiner en groupe que seul. C'est pas impossible, par contre, mais c'est beaucoup plus difficile que quand tu es chez vous seul. Donc, une façon, si vous voulez lutter contre la procrastination, c'est évidemment de peut-être aller vers les autres, puis on se sent un petit peu plus, hey, là, je peux pas être de même, là, tu sais. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors que chez vous, tu sais. Et dernière chose, parce que là, je veux pas, c'est ça. Dernière chose, ce qu'on appelle le ROI. C'est drôle, c'est le roi. Le Return on Investment. Il faut faire attention parce que la scolarisation dont je vous parlais tout à l'heure, donc, on a souvent tendance à la confondre avec l'éducation. Donc, il ne faut pas nécessairement toujours, je pense, quand on est dans un rapport à s'éduquer ou éduquer les autres, penser en termes de retour sur investissement immédiat. Puis on est beaucoup formaté, je pense, à notre époque, à réfléchir comme ça. Qu'est-ce que ça donne dans l'immédiat? Puis des fois, de penser toujours comme ça, c'est de se priver de ce qui pourrait arriver d'autre, ou aussi de des savoirs qu'on pourrait aller chercher de d'autres façons que ce qu'on anticipe. C'est comme si on laissait pas la vie, ou appelez-le le hasard, ou peu importe comment vous ressentez ça, mais on laissait pas ce qui pourrait peut-être arriver, parce qu'on veut toujours calculer ce que ça va nous donner. Et je pense que ça, c'est quand même un frein important à la notion d'éducation, qui est peut-être quelque chose de plus vaste et de plus porteur un peu que juste tout le temps une rentabilité immédiate. Ce qu'on a tendance quand même à faire, par exemple, quand on va chercher des métiers, et c'est normal, moi aussi, mais tu sais, quand on va chercher des métiers, on étudie pour travailler. Et ça, pour moi, c'est de la scolarisation. De l'éducation, ça implique, je pense, d'être dans un état d'esprit où on donne du sens aux choses, mais aussi on se laisse la possibilité d'apprendre à tout âge.
Ben, j'avais plein de choses encore, j'ai dit la moitié, mais c'était tellement prévisible. Il est rendu 9h10. Donc, c'était la sciure de Léry qu'on buvait, pour ceux qui veulent le savoir. Donc, c'est une Pilsner de type... j'ai pris quelques notes ici. Donc, c'est une Pilsner de type allemande. Donc, brassée par Frampton Brass en Beauce. Si jamais vous êtes jamais allé, c'est super beau. C'est une ferme brassicole qu'on peut visiter. Magnifique. C'est brassé selon l'accord Reims-Gebot. Donc, la loi de la pureté allemande du brassage de la bière. Eux, ils ont leur propre eau de source. C'est ce qui fait, si vous avez goûté la minéralité particulière de cette bière-là, c'est vraiment très, très minéral. On goûte vraiment la qualité de l'eau. Eux, ils ont leur source qui est hyper minérale. Ils brassent toute leur bière avec ça. Donc, voilà, une super blonde. Ben, tout le monde, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a convenu. Je remercie à l'équipe de m'avoir invité. Bonnes vacances!